So can we start now? Okay. Yaoundé, are you connected? Okay, okay. Ok, merci. Oui, chers participants, bienvenue à ce webinaire intitulé « Vers une stratégie nationale de restauration des paysages forestiers au Cameroun », webinaire qui est organisé dans le cadre de GLF Accra. GLF Accra étant le Forum mondial sur les paysages, conférence régionale qui aura lieu le 29 et le 30 octobre 2019 à Accra sur le thème « Restauration des paysages d'Afrique, intensifier l'action à tous les niveaux ». Je dois préciser que un des objectifs de GLF Accra est principalement de faire le point avec les pays et les principales parties prenantes sur les avancées des objectifs de restauration autour des grandes initiatives telles que le Bonn Challenge ou encore le défi de Bonn, la déclaration de New York sur les forêts et l'initiative AFR 100, qui est une initiative pour la restauration des paysages forestiers africains et dans lequel il est prévu de restaurer 100 millions d'hectares de paysages déboisés et dégradés en Afrique d'ici 2030. Alors, dans le cadre de ce webinaire, nous sommes distribués sur un certain nombre de points. Moi, Denis Jansonwa, je suis chercheur au CIFOR et je coordonne le webinaire à partir de Kinshasa. Mais mes collègues Anna Teresa Yisoto et Atiri Gonzalez nous suivent à partir du bureau CIFOR de Bonn. Le panel est à Yaoundé, au siège de la Banque mondiale, constitué de professeur Brin Christophe, qui est du ministère de l'Environnement, Protection de la Nature et de Développement durable, MINEPDED, Monsieur Michael Vongo, du ministère des Forêts et de la Faune, MIFOF, Monsieur Tadon Sa Jules Léonel, du ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, MINEPAT, et de Madame Malin Elsin, Monsieur Goumsa Arnaud, tous de la GIZ. Alors, pour commencer, je vais aller droit au but et prendre le professeur Brin. Professeur, est-ce que vous êtes bien connecté? Yaoundé, est-ce que vous me suivez? Je sens que je dois avoir quelques soucis techniques. Yaoundé vous reçoit. Ok, super. Professeur Brin, nous sommes là ce matin pour parler du Cameroun, mais je vais commencer par une question. Quelles sont les zones agroécologiques que nous avons au niveau du Cameroun? Bien, merci beaucoup. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de présenter les efforts faits par le Cameroun dans le cadre de cette initiative de restauration des paysages forestiers. Le Cameroun, dans le découpage agroécologique, disons que répond dans son découpage à la position géographique du pays qui est étalée en latitude et qui nous donne de constater que tous les écosystèmes partant de la forêt tropicale humide jusqu'à la zone de savane sèche est présente sur l'espace territorial du Cameroun. Ça fait que le territoire est divisé en 5 zones agroécologiques qui vont de la partie de plaine dominée par la plaine du Nord Cameroun sur une superficie d'environ 100 000 km², occupée par une végétation de savane
et du Sahel, avec des espèces assez différenciées. Et la spécificité de cette zone-là est, comme je l'ai dit, la basse altitude qui domine cette région-là sur l'ensemble de cette superficie. La deuxième zone agroécologique est constituée des savanes, des hautes savanes guinéennes, qui est représentée ici au Cameroun par le plateau de la Damawa, sur une superficie d'environ 123 000 km². C'est également une végétation de savane qui domine la présence d'un fort réseau hydrographique qui fait de cette zone agroécologique le château d'eau du Cameroun, parce que toutes les sources d'eau qui alimentent les grands bassins de la Sanaga, du bassin du lac Tchad, du bassin du Niger, prennent leur source donc au niveau de ce plateau de la Damawa. La troisième zone agroécologique est constituée par les hauts plateaux de l'ouest du Cameroun, donc les hautes terres de l'ouest du Cameroun, qui constituent le prolongement de la dorsale orographique du Cameroun, partant donc du mont Cameroun, et qui s'étale jusqu'aux zones des monts Mandara. Cette zone est dominée par cette spécificité écosystémique et est marquée par une forte concentration de la population, combinée à une superficie pas très importante, notamment 31 000 km², ce qui entraîne donc une densité assez importante de la population sur cette zone. Nous verrons comment cela se traduit en termes de dégradation et d'occupation d'espace qui entraîne des problèmes de gestion durable des terres. Et puis nous avons la forêt humide pluviométrie monomodale, qui est d'essence côtière et qui est dominée par une végétation de mangrove qui subit une dégradation aussi assez remarquable, en tout cas nécessitant une intervention, raison pour laquelle cela a été intégré comme préoccupation en termes d'intervention dans le cadre de ce processus RPF. Et enfin, nous avons la zone méridionale dominée par une forêt à pluviométrie bimodale, donc qui constitue l'espace forestier tropical du Cameroun. OK. Donc, si je vous comprends très bien, nous avons une diversité des zones agroécologiques du Cameroun qui font l'objet de fortes pressions. Nous allons revenir sur les pressions tout à l'heure. Je vais maintenant passer à M. Michael Nelson du ministère des Forêts. Nous sommes là ce matin pour parler d'une stratégie de restauration. Est-ce que nous pouvons avoir la définition de ce que le gouvernement camerounais comprend par stratégie principale de restauration? Merci beaucoup, Denis, pour cette parole que tu me donnes. Donc, peut-être je vais me représenter. Je suis M. Nvonkene Michael. Je travaille pour le ministère des Forêts et de la Faune. Et je représente la partie focale de l'initiative AFS1 du côté du ministère des Forêts et de la Faune. Donc, au niveau du Cameroun, nous avons déjà commencé par identifier la stratégie comme un ensemble d'actions coordonnées, d'opérations habiles, de manœuvres en vue d'atteindre l'objectif que le pays s'est fixé de restaurer 12 millions d'hectares de paysages de terres dégradées. Donc, le but ici, vraiment pour le Cameroun, c'est de mettre la restauration de ces paysages au cœur des actions de toutes les administrations, d'impliquer toutes les parties prenantes pour permettre, n'est-ce pas, d'atteindre la restauration au niveau de toutes les zones agroécologiques qui ont été présentées tout à l'heure par mon collègue, et avec comme principale zone dégradée la partie septentrionale qui est constituée de savanes sèches, humides, et dont le potentiel de restauration pour les zones a été estimé à environ 8 millions d'hectares de terres dégradées. Donc, notre stratégie, donc, nous nous sommes dit, puisque le processus est encore en cours, la stratégie n'est pas encore validée, nous nous sommes dit que la stratégie doit répondre aux défis liés à la dégradation des terres et des forêts, notamment de donner des orientations sur comment lutter contre les grands moteurs de dégradation. On a identifié pour cause immédiate d'ailleurs et pour cause sous-jacente la dégradation des paysages forestiers, notamment avec la conversion des forêts par l'agriculture et par la pratique de l'élevage
l'agriculture vivrière, les cultures pérennes, commerciales et agro-industrielles. Donc voilà un peu le sens que nous voulons véritablement donner à la restauration, à la stratégie, qui non seulement est focalisée sur la restauration des forestières, mais également nous voulons l'étendre à la restauration des terres dégradées. C'est pourquoi nous appelons plutôt stratégie de restauration des paysages et des forêts. D'accord. Merci. Merci pour ces clarifications. Je vais maintenant me tourner vers M. Tadonsa Lionel du ministère de la Planification. Dans les réponses de M. Michael tout à l'heure, nous avons entendu un certain nombre de coordinations. Pour vous, au ministère du Plan, qui avez l'expérience de travailler avec plusieurs secteurs et avec plusieurs partenaires du Cameroun, quelles sont les parties prenantes que vous pensez avoir un rôle dans la définition de cette stratégie? Alors, merci Denis de me passer la parole. Oui, je pense que en termes de coordination des activités au niveau du territoire, tous les ministères qui ont un impact sur le terrain doivent intervenir. En d'autres termes même, c'est vrai également que intervenir dans le cadre de la restauration des paysages demande à ce que tous les parties prenantes, bien tout le monde, puisse avoir son rôle à jouer. Alors, cela m'amène à penser qu'on pourrait dire que tous les ministères peuvent être concernés, mais de manière ponctuelle ou bien de manière factuelle, pour des cas, pour être un peu plus opérationnel. Nous avons le ministère en charge de l'agriculture qui devrait intervenir véritablement, étant donné des enjeux agronomiques ou bien agro-pastoraux dont nous envisageons dans le cadre de la stratégie LPF. Nous avons également le ministère de l'élevage, bien évidemment. Nous avons également, ça c'est sous-entendant déjà que le ministère en charge de l'environnement et des forêts sont déjà plus des porteurs de ce projet. Et le MINEPAT étant là pour coordonner en termes des activités qui se déroulent sur le territoire national pour véritablement se rassurer que toutes ces activités concourent à l'objectif global ou bien l'objectif commun qui est contenu dans la stratégie de développement de notre pays. Donc voilà, il y a également le ministère en charge de l'eau qui devrait véritablement avoir un rôle crucial à jouer, étant donné l'enjeu et l'importance j'ai envie de dire, de l'eau dans notre développement et dans les activités que nous envisageons. D'accord. Merci pour ces informations qui concernent les acteurs étatiques qui interviennent dans les différents secteurs qui sont touchés par la dégradation et par les initiatives de restauration que nous pouvons avoir. Mais nous notons quand même que au niveau du Cameroun, vous travaillez avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Et parmi un des partenaires qui suit les activités et qui soutient le Cameroun, il y a la GIZ. Et je vais donc me tourner vers Madame Aline pour avoir une précision. Nous savons que la GIZ a à peu près 50 ans d'expérience dans la coopération internationale pour les questions de développement durable. Donc, la GIZ a une forte expérience et est actuellement en train de travailler au niveau du Cameroun. Mais nous aimerions savoir, au niveau de l'Afrique, sur quel autre pays est-ce que vous travaillez? Bonjour, Monsieur Denis Somva. Merci pour me passer la parole. Je suis Maline Elsen. Je travaille pour le programme d'appui à la mise en œuvre de la stratégie du secteur rural pour les forêts et environnement et aussi pour le programme sectoriel de la politique forestière internationale en Allemagne. Et pour répondre à votre question, la GIZ intervient en ce moment dans plusieurs pays
en soutenant l'initiative African Forest Landscape Restoration Initiative en Afrique, notamment c'est le Cameroun, le Madagascar, Togo, l'Éthiopie et aussi un fort soutien pour le secrétariat à Ouda, donc anciennement le NEPAD, qui est basé en Afrique du Sud. D'accord. Merci pour cette précision. Donc, nous comprenons que le Cameroun travaille sur les aspects de restauration, qui est une initiative africaine et appuyée par plusieurs partenaires techniques. Alors, je vais retourner maintenant vers le professeur Bring pour avoir quelques informations sur les facteurs spécifiques de la dégradation des terres au niveau du Cameroun. Professeur Bring, est-ce que vous pouvez nous donner quelques-uns de ces facteurs-là au niveau du Cameroun, de manière globale, sans aller dans les détails? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques facteurs clés de la dégradation au niveau du Cameroun? Oui, disons que le milieu en général dans l'ensemble du territoire national présente un caractère assez fragile et combiné en cela au type et au support de sol pour lesquels il y a une diversité qui fait en sorte que par endroits des sols sont également donnent un profil de fébrilité ou de spécificité qui fait en sorte que tout type d'exploitation qui ne soit pas conforme avec le profil du sol pourrait entraîner des formes de dégradation. En plus de cela, il y a les pratiques culturelles qui ont été quand même identifiées comme généralement assez contraignantes pour la qualité du sol et pour d'autres types de supports de culture. Combiné à tout cela, on a le facteur démographique. Partout ailleurs sur l'espace territoire national, on a un fort taux de concentration de population à des endroits parfois pas en adéquation avec la disponibilité des ressources. Et tout cela fait en sorte que cela entraîne une certaine dégradation. Je prends pour exemple, pour la zone de savane du Nord Cameroun, la zone soudano-sahélienne du Nord Cameroun, la question de bois énergie est telle que aujourd'hui, si on s'appuie sur la proportion de la population rurale qui dépend entièrement des sources d'énergie issues du bois, on comprend tout de suite que la strate ligneuse est suffisamment sollicitée en termes de sources d'énergie. Et haute montagne de l'Ouest, on a évoqué tantôt la forte concentration de la population sur un espace assez réduit, donc fait en sorte que les compétitions pour l'espace amènent les gens à avoir des pratiques qui ne sont pas toujours en adéquation avec la qualité de ces milieux-là. Donc, globalement, pris, c'est un petit peu ça, la forte concentration de la population, le support du sol, le support physique, le sol, les lieux qui constituent une source d'énergie, c'est l'ensemble de ces éléments qui constituent les facteurs de dégradation. D'accord, merci. Merci pour ces précisions qui nous donnent quelques facteurs directs responsables de la dégradation au niveau du Cameroun sur un plan global. Alors, je vais passer maintenant vers M. Michael Nelson pour savoir quels sont les principaux défis, quels sont les challenges auxquels la stratégie doit permettre de répondre. D'accord. OK, Denis, donc, au niveau du Cameroun, déjà, il semble important de le mentionner. Comme je l'ai dit tantôt, la stratégie vise vraiment à montrer comment le pays se prépare à adresser ou bien à atteindre l'objectif qui a été fixé, qui est celui de 12 millions. Dans ce cadre, donc, pour l'instant, les réflexions, nous avons déjà identifié un certain nombre de composantes majeures, dont notamment l'identification des opportunités et la création d'un environnement favorable à la mise en œuvre de la RPF. Nous avons comme deuxième composante le développement et l'élaboration des principes et règles de gouvernance afin de guider les efforts de la RPF. Et troisième composante, le renforcement du système de suivi, évaluation et de communication des paysages et des forêts. Le développement d'un mécanisme de financement durable pour la RPF et en dernière position,
la capitalisation et le renforcement du rôle de la recherche dans la mise en œuvre et la mise en échelle. En réalité, si il semble important de rappeler ces composantes, c'est parce que les défis pour lesquels la stratégie envisage adresser portent sur un certain nombre de paramètres liés au contexte au niveau du Cameroun. Car en effet, le Cameroun n'a pas attendu l'initiative AFS100 pour développer un certain nombre d'actions en faveur de la restauration ou du moins du reboisement ou, n'est-ce pas, la lutte contre la désertification. Donc, les challenges actuellement, n'est-ce pas, vont dans le sens, n'est-ce pas, de la capitalisation, n'est-ce pas, des efforts des uns et des autres, de tous les acteurs, allant, n'est-ce pas, des acteurs opérationnels sur le terrain jusqu'au niveau des acteurs stratégiques. Nous avons également le manque d'outils de planification et d'utilisation des terres au niveau macro, au niveau micro, qui est également un défi important. Nous avons la question la question foncière, qui aujourd'hui est au cœur, nous le savons très bien, au cœur, n'est-ce pas, de la restauration des paysages. Donc, en plus de la question foncière, nous pensons qu'il est important d'intégrer tous les partenaires, d'intégrer l'aspect multisectoriel, l'aspect coordination de toutes les structures qui interviennent dans le domaine de la restauration des paysages forestiers. Nous pouvons également ajouter comme dernier challenge, n'est-ce pas, la mobilisation des financements ou le coût de mise en œuvre des activités de RPF, et avec cet élément de base, ou cet élément qui semble essentiel, qui est, n'est-ce pas, la rentabilité économique de la RPF. Donc, c'est un peu ces éléments qui meublent la réflexion autour de l'élaboration de la stratégie. Nous pensons donc en essayant d'identifier des éléments, des réponses par rapport au contexte camerounais sur ces éléments de défis que j'ai eu à énumérer. Nous pensons que nous pouvons avoir une stratégie qui peut être opérationnalisable dans les prochaines années. D'accord, merci. Les collègues du Cameroun, est-ce que vous pouvez essayer d'ajuster votre vidéo? Il se pourrait que techniquement, votre vidéo ait quelques soucis. Est-ce que c'est réglé? C'est Anna qui doit régler, hein? C'est pas Anna. C'est Anna. C'est Anna qui doit régler notre vidéo. Ok. Les collègues de Bonn, je suppose que c'est réglé la vidéo. J'espère que les participants nous suivent très bien. Le son est bon. D'accord. D'accord. Donc, si je n'ai pas de feedback sur mon moniteur, je suppose donc que tout est OK. Donc, nous allons continuer. Et je vais passer donc à M. Tadonsa Lionel. Tout à l'heure, nous avons suivi que la GIZ travaille avec plusieurs pays en Afrique et on sait le souci du Cameroun de s'inscrire dans un processus certes participatif à l'intérieur du pays, mais aussi avec le souci d'apprendre de ce qui se fait à l'extérieur. Il se pourrait que dans le cadre de la coopération sud-sud, le Cameroun se soit inspiré de ce qui se passe à Madagascar. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement avec Madagascar dans le cadre de l'élaboration de cette stratégie? Ok, merci Denis. Ce qui s'est passé à Madagascar, c'est que nous avons rencontré également un cadre de mise en œuvre de la RPF assez dynamique qui essayait de prendre en compte tous les différents parties prenantes. Et nous sommes rendus compte que la stratégie était faisant en sorte, en fait, la mise en œuvre des différentes activités liées à la RPF était faite de telle sorte que tous les... Allô? Oui. Oui, je vous suis. Oui, donc comme je disais, nous nous sommes rendus compte, par exemple, que dans les actions pour protéger l'intensification de la riziculture, il fallait non seulement se soucier de la restauration des bassins versants, c'est-à-dire des collines, et à travers des activités de restauration pour permettre d'éviter l'érosion qui devrait ensabler
ces zones de culture risicole. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait effectivement un projet de la coopération allemande qui accompagnait les paysans dans l'élaboration ou bien de la protection des espaces à travers des certificats fonciers. Et cela permettait effectivement une restauration à long terme. Donc, véritablement, c'était une opportunité pour nous de nous rendre compte encore de l'importance du foncier dans les activités de restauration. Tout à l'heure, en mentionnant les différents ministères, j'avais omis de parler de ce ministère qui est capital, étant donné que c'est si le terrain sur lequel on envisage une activité de restauration n'est pas protégé. Et cela pourrait... Vous m'écoutez, Denis? Oui, je vous suis très bien. Je vous suis très bien. Je pense que vous avez juste un problème avec la vidéo à Yaoundé. Je pense que techniquement, on vous demande d'activer votre vidéo, mais je pense que votre son est bon. D'accord. Donc, voilà en fait ce qui nous a véritablement marqué de voir comment d'une... Allô, Lionel? Allô, Lionel? Allô, Lionel, je pense que vous êtes coupé. OK. Est-ce que vous êtes de nouveau connecté? Yaoundé? OK. Donc, nous continuons d'attendre que Yaoundé puisse se connecter. Il y a juste quelques soucis techniques avec les collègues qui sont à Yaoundé. Nous pensons que cela va être résolu d'un moment à l'autre pour que nous puissions continuer notre webinaire qui s'inscrit dans le cadre de la dynamique de GLF Accra. GLF Accra étant la conférence régionale du Forum mondial sur les paysages qui aura lieu à Accra, qui aura lieu à Accra le 29 et le 30 sur restauration des paysages d'Afrique, intensifier l'action à tous les niveaux. Donc, nous nous excusons pour ces problèmes techniques qui sont en train d'être résolus. Yaoundé, est-ce que vous êtes déjà reconnecté? D'accord, donc je pense que les collègues de Bonn sont toujours en train de travailler et nous allons attendre. Nous allons attendre, mais comme je disais, nous nous excusons pour tous ces soucis techniques qui nous empêchent de continuer de manière fluide sur ce webinaire. Mais en attendant, je peux déjà voir qu'il y a quelques questions. OK, on va noter la question qui porte sur quelques définitions. Donc, nous allons noter les questions en attendant que le panel puisse se connecter. Je pense que jusque-là, il y a une seule question, ouais, je pense. Yaoundé, est-ce que vous êtes connecté? OK, je n'ai pas suivi. Alors, je vois une question, je n'ai pas suivi le document, mais je souhaiterais savoir quelle est la définition des terres ou des forêts appliquées au Cameroun. Donc, je pense que dès que les collègues de Yaoundé sont complétés.
Yaoundé, vous êtes connecté? Yaoundé, vous me suivez? Je vous vois très bien à l'écran. Yaoundé, je vous vois très bien à l'écran. Oui. OK. Vous êtes bien reconnecté? C'est bon? OK. Monsieur Lionel était en train de conclure. Dans ma conclusion, j'étais en train de préciser que dans le cadre du Cameroun, nous avons effectivement pris note des avancées faites par Madagascar et comment est-ce que nous allons effectivement l'intégrer. Il est certes vrai, au niveau du ministère en charge de l'aménagement du territoire, nous avons déjà un certain nombre d'activités qui sont entreprises qui permettraient encore davantage de bien prendre en compte toutes les activités de restauration en vue. Merci. Je dois m'excuser auprès des participants pour ce souci technique que nous avons eu, mais je pense que les choses sont de nouveau en ordre et que nous pouvons continuer des participants. Et tout à l'heure, nous allons revenir et les réponses. Je vais retourner vers le professeur Brink pour avoir quelques précisions. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait de l'expérience de Madagascar, on a souligné le côté zone de terrain. Et je sais que lorsque vous avez fait la présentation du Cameroun, vous avez parlé des zones arides, notamment les zones agroécologiques soudano-sahéliennes, les hautes savanes guinéennes. J'ai une question à vous poser. En regardant le rapport GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le rapport qu'ils ont sorti, le rapport spécial sur la dégradation des terres émergées, ils ont fait mention de ce qu'environ dans le monde, 500 millions de personnes vivent dans les zones touchées par la désertification et que les zones arides sont très touchées par la désertification et les populations y sont très vulnérables. Lorsque vous suivez ce rapport, qu'est-ce que cela renvoie au niveau du Cameroun en termes de dégradation? Confirmation, le constat du GIEC rejoint un petit peu ce que nous vivons déjà dans notre pays. Et sur la base d'un certain nombre d'efforts faits pour mettre en exergue ces difficultés-là, nous pouvons même à travers les définitions, les orientations que nous avons données au contenu de la stratégie adoptée pour restaurer les terres dégradées et les paysages au Cameroun, il a été souligné ce caractère important des zones arides qui occupent une bonne partie de la partie septentrionale du Cameroun dans laquelle nous avons enregistré environ 8 millions d'hectares de terres dégradées. Donc pour nous, c'est une confirmation d'une préoccupation que nous avions déjà présentée il y a quelques années et ça nous rassure que les difficultés que nous avons identifiées au Cameroun rejoignent un petit peu les préoccupations mises en exergue par le GIEC. Donc c'est une confirmation des problèmes que nous vivons effectivement dans notre pays. D'accord, merci. Je vais me retourner maintenant vers Madame Malène pour avoir quelques précisions. Alors tout à l'heure, lorsque M. Tadonsa parlait, il a souligné l'importance de plusieurs acteurs autour des questions de la stratégie. Alors, ce que je souhaiterais entendre de vous, c'est avec qui est-ce que vous travaillez dans les pays? Est-ce que vous travaillez simplement avec l'État ou bien vous travaillez avec d'autres catégories d'acteurs? Merci pour votre question, M. Sondra. Donc, on a travaillé à deux niveaux vraiment. Un niveau, c'est le niveau national pour vraiment l'élaboration de la stratégie nationale
de restauration des paysages et des forêts. Alors, on travaille avec tous les ministères pertinents, mais aussi dans le cadre de la mise en œuvre des activités AFR100 de la GIZ au Cameroun, à l'extrême nord surtout, des activités de restauration des paysages et des forêts ont été menées au niveau local, dans les localités de Laf et de Mogazang. Et le but était de tester différentes options de restauration des paysages et des forêts dans une région qui est extrême à plusieurs égards. Parmi eux, M. Bring a déjà mentionné la forte croissance démographique qui contribue à une dégradation constante des sols et des terres, de sorte que dans de nombreux endroits, il s'agit vraiment des sols ardés. Nous devons faire face à des sols ardés. Et ces conditions ont fait en sorte que beaucoup d'acteurs, beaucoup de parties prenantes, des ONG, des donateurs ont évité et évitent cette région parce que les coûts de restauration sont vraiment trop élevés. Mais nous avons cependant constaté que des régions similaires du Sahel ont mené à bien des tentatives de restauration. Donc, notre objectif à la GIZ était de travailler avec les communautés locales à Laf et à Mogazang, à l'extrême nord du Cameroun, pour trouver des solutions de restauration adaptées. Et ce faisant, nous voulions rendre visible aussi les différentes options de restauration pour le niveau national, surtout pour le secrétariat technique de restauration des paysages forestiers, paysages et des forêts. Et nous voulions aussi contribuer à la stratégie nationale. Nous n'avons pas réinventé la roue, mais on a vraiment cherché des solutions qui ont été testées déjà au Cameroun, des différentes options de restauration, et nous les avons adaptées dans ces deux localités. Et vraiment à Laf, on a piloté des options de restauration agricole, surtout les méthodes de diversifier des activités dans la parcelle des différents paysans sur des sols extrêmement ardés, en réduisant le besoin d'intrants, la production du compost, mais aussi en intégrant des différents systèmes agroforestiers dans ce paysage. Ainsi, à Mogazang, il s'agit là-bas d'un bassin versant et on a mené une initiative de reboisement socio-communautaire avec les riverains, avec les populations locales, en impliquant les différents ministères de forêt et de l'environnement et les chefs traditionnels sur ce pâturage dégradé. Et en ce faisant, on a mené des activités comme la formation des pépiniéristes, la formation des paysages, à la promotion de la fenaison, la promotion des foyers améliorés, mais aussi on a fait une sensibilisation des différentes populations pour vraiment considérer ce paysage comme un ensemble d'un système agro-sylvo-pastoral. J'aimerais bien vous montrer quelques photos, mais malheureusement, on a changé l'ordinateur et les photos se trouvent sur l'autre ordinateur. Peut-être on peut se reconnecter plus tard. Merci. D'accord. Merci pour cette réponse qui nous donne, on va dire, quelques exemples de bonnes pratiques qui sont déjà en cours sur le terrain et qui parfois nécessitent d'être juste étendues sur plusieurs échelles, ou alors d'être dans les zones où on a le plus besoin de ces pratiques-là. Je vais me retourner du côté de professeur Bringancor pour avoir quelques précisions sur les différentes zones agroécologiques.
vous avez parlé des zones arides dans la partie nord du pays, vous avez parlé des zones humides dans la partie sud, mais au niveau de l'Afrique et principalement du Cameroun, on sait qu'il y a des zones montagneuses. Quelle est la spécificité de ces zones-là dans un processus d'élaboration d'une stratégie comme celle du Cameroun? Déjà, quel est l'état de dégradation dans les zones montagneuses au niveau du Cameroun? Et comment est-ce que vous prenez cela spécifiquement dans l'élaboration de la stratégie? Ok, merci beaucoup. Tout à l'heure, je vous avais fait mention de la superficie de la zone des hautes montagnes de l'Ouest qui occupait environ 30 000 km², ce qui constitue le tiers de la zone soudano-sahélienne et pratiquement le quart de la zone forestière. Et je tiens à noter aussi que sur ces 31 000 km², c'est la zone de la plus forte concentration de la population rurale au Cameroun. Donc, le problème ici est la disponibilité de l'espace par rapport aux besoins de la population en termes d'exploitation des ressources. Donc, ça traduit une pression supplémentaire qui est combinée à un profil assez dynamique de cette population-là qui voudrait en quelque sorte tirer le plus grand profit des opportunités ou des richesses des terres qui sont des terres volcaniques qui ont une certaine productivité assez remarquable et qui permettent donc d'avoir des rendements assez importants. Donc, cette situation fait en sorte que les zones de haute montagne de l'ouest du Cameroun constituent donc un des secteurs une des zones les plus importantes à prendre en compte en termes de préoccupation dans le développement de la stratégie pour la restauration des paysages au Cameroun. Le problème et la difficulté ici, c'est beaucoup plus lié aux habitudes des populations, aux pratiques traditionnelles et aux systèmes de culture qui sont parfois traditionnels, mais qui sont orientés, comme je l'ai dit, vers l'amélioration des rendements. Donc, ça fait que on est parfois amené soit à exploiter des points d'eau qui sont pourtant importants pour le développement de ces cultures, les versants des montagnes qui perçoivent une certaine fragilité, surtout si on adopte des systèmes de culture qui favorisent la perte en terre sur ces zones. Et tout cet ensemble de faits aggrave en quelque sorte la situation et peut rendre complexe la stratégie à développer pour faire face ou pour développer des stratégies de restauration des paysages. Nous l'avons constaté d'ailleurs après la mission, une de nos missions dans cette zone-là pour essayer de développer, de réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre pour restaurer les terres dégradées. Et nous nous sommes rendus compte effectivement qu'il faut tenir compte de cette préoccupation de rendement, cette fragilité du milieu, cette exploitation de toute forme de ressources, eau, terre et surtout les versants des montagnes, qui fait en sorte donc qu'il faut réfléchir dans une approche peut-être agroforestière. Et là, il faut tenir compte du besoin de l'espace et du besoin des types de cultures adoptés et qui pourraient, avec la présence des arbres dans les champs, être une contrainte plutôt. Donc, tenir compte également des habitudes traditionnelles dans la zone, liées à un certain nombre de pratiques qui sont peut-être difficiles à changer ou à modifier. Donc, voilà en quelque sorte le challenge que nous avons, nous, au Cameroun, par rapport à l'intervention dans les hautes terres situées et localisées dans l'ouest du Cameroun. D'accord, merci. Merci pour ces précisions. Je vais me retourner maintenant vers M. Michael Nelson. Nous savons que le Cameroun a choisi d'utiliser le guide méthodologique d'évaluation des opportunités de restauration, donc une méthodologie qu'on abrège par MEOR. J'espère que je prononce très bien. Je voudrais vous demander quels sont les processus de base qui ont été retenus dans le cadre de l'élaboration de ces stratégies et à quel niveau nous trouvons-nous concrètement? Donc, merci Denis pour cette question qui me donne l'opportunité d'apporter des précisions sur le processus au Cameroun. Donc, je vais déjà commencer par dire qu'en 2015 ou en 2016, après que les chefs d'État en marge de la COP de Paris se soient engagés à lancer cette initiative à la suite du Bonn Challenge et que le NEPAD se soit rapproché des différents États, le pays s'est véritablement approprié cette initiative. Et étant donné que c'est une initiative qui est véritablement, à partir de son principe de subsidiarité, focalisée vers, n'est-ce pas, les engagements des États, Cameroun s'est donc engagé
Et à la suite donc, de cet engagement, je peux dire que l'élaboration de la stratégie s'est déroulée en 2 principales étapes. Il y avait une importante phase de préparation, qu'on peut considérer une phase de préparation, et puis une phase qui est celle à laquelle nous sommes actuellement, qui est la phase d'élaboration proprement dite de la stratégie. Donc, dans la phase de préparation, il a été question, déjà, je l'ai dit tantôt tout à l'heure, le Cameroun est constitué d'une diversité culturelle, une diversité écologique. De la même façon, il y a également plusieurs acteurs qui interviennent. Et donc, il est important de mettre en place un groupe de travail interministériel, n'est-ce pas, qui implique toutes les administrations concernées par la restauration des paysages et la restauration des forêts. Il est également important de se rassurer que tous les autres acteurs, aussi bien la société civile, le secteur privé et les partenaires, soient au fait, n'est-ce pas, de l'engagement du Cameroun et participent, n'est-ce pas, à cette initiative. Donc, après la mise en place de ce groupe de travail qui était constitué d'un groupe plus élargi, d'un secrétariat technique plus spécifique, constitué, n'est-ce pas, des administrations et des acteurs qui sont plus concernés par ces questions, notamment le ministère des Forêts, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Élevage, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Aménagement du Territoire et les autres acteurs non étatiques. Après dans ce secrétariat technique en place, il a été question maintenant, vous l'avez évoqué tantôt, de se rassurer de la préparation du pays ou, n'est-ce pas, de la disponibilité du pays à mettre en œuvre une RPF au niveau national. Donc, nous avons donc procédé à un certain nombre d'études, aussi bien sur le plan national que sur le plan local, comme vous avez en parlant de la meilleure. Donc, nous avons fait donc, une étude détaillée dans les régions septentrionales, comme le professeur Bring l'a dit tout à l'heure, qui constitue la région prioritaire, compte tenu de ces problématiques. Donc, nous avons procédé à une évaluation détaillée des opportunités sur tout ce qui est fait, un recensement de tout ce qui est fait, de tous les efforts de restauration dans ces régions, en se focalisant sur tous les types de dégradation et à la cartographie de toutes les zones susceptibles d'être affectées par des effets de la dégradation. Après ce travail qui a été fait et qui nous a permis d'avoir une base de données plus ou moins complète des efforts de dégradation accompagnés, n'est-ce pas, des efforts de restauration adossés aux problèmes de dégradation. Nous nous sommes également appesantis sur toute la littérature et tout le travail qui est fait au Cameroun dans les autres régions méridionales où il y a la stratégie nationale RED+, qui a mené un certain nombre d'études sur les moteurs de la déforestation. Nous avons utilisé les nombreuses études faites dans la partie côtière du Cameroun, dans la zone des mangroves, avec la stratégie d'aménagement et de gestion durable des mangroves. Nous sommes également beaucoup appesantis sur les travaux faits par le ministère des Forêts de la Faune dans la partie des montagnes, pour enfin avoir une idée de toutes les opportunités de restauration et toutes les initiatives en cours pour des restaurations sur l'étendue du territoire national. Donc, voici la deuxième étape. Après la mise à plat du groupe de travail, nous avons fait cette étude d'évaluation des opportunités qui a constitué, n'est-ce pas, toute la phase de préparation à l'élaboration de la stratégie. Maintenant, ce qui concerne l'élaboration proprement dite de la stratégie, on peut dire que le pays a adopté une approche qui combine à la fois le travail des prestataires et puis l'accompagnement de l'État, puisque le pays a procédé au recrutement d'un groupe de consultants constitué, n'est-ce pas, de nationaux et d'internationaux, mais au cœur de l'action, nous avions les points focaux, nous les points focaux des administrations qui avons conduit le processus, qui conduisons le processus puisque le processus n'est pas encore achevé. Donc, après l'identification, bien la mobilisation des consultants, nous avons procédé aux visites de terrain et beaucoup plus aux consultations à la base, puisque nous avons démontré tout à l'heure le pays est constitué de plusieurs zones agroécologiques et donc nous avons procédé aux consultations des acteurs intervenant dans ces zones agroécologiques. Après dans la consultation de ces acteurs au niveau des zones agroécologiques, nous avons également revalorisé toutes les données, ou bien quand nous avons, c'est le processus qui est en cours, les consultants avec nous, les points focaux, nous essayons de valoriser toute la littérature et tous les travaux précédents faits par les différentes structures, les rapports de nos études que nous avons faites sur l'évaluation des opportunités et nous les soumettons au groupe de travail élargi pour appréciation des extrants qui ressortent. Et actuellement, donc comme je l'ai dit, actuellement, nous sommes en pleine préparation d'un atelier
de prévalidation ou de présentation de la première mouture, de la stratégie nationale au groupe de travail élargi tantôt. Oui, allô, oui, je vous suis, oui, cité. Nous avons également capitalisé les extrants de l'échange sud-sud que nous avons eu avec Madagascar, qui a également ces spécificités qui ne sont pas très loin des spécificités du Cameroun. Et ça nous a permis évidemment d'avoir une idée ou une compréhension plus ou moins ouverte de l'approche à adopter, à arrêter pour la stratégie nationale RPF du Cameroun. Donc, c'est ce que je peux dire un peu par rapport au processus. D'accord. Est-ce que je vais vous poser une question directe? Est-ce que nous avons une idée à peu près de quand est-ce que la stratégie pourrait être prête? Oui, je pense que nous essayons de travailler pour que d'ici mi-novembre, nous ayons une version définitive. D'accord, merci. Donc, on se dit que d'ici la fin de l'année, la stratégie de restauration du Cameroun sera prête. Je vais me retourner maintenant vers M. Tadonsa. Tout à l'heure, on a noté qu'il y a une multitude d'activités qui doivent se mettre en place dans le cadre de cette stratégie. Et il se pourrait que l'approche paysage ait un rôle à jouer. Quel est l'avantage d'avoir cette approche paysage-là? En quelques mots, soyons brefs parce que nous devons prendre aussi les questions des intervenants qui sont en ligne. L'avantage de prendre dans l'approche paysage, de prendre en compte tous les autres acteurs, c'est d'avoir une vision d'aménagement du territoire commune, une vision d'aménagement durable également. Parce que quand tout le monde y participe, quand tout le monde est impliqué dans le processus, cela donne un caractère durable pour les réalisations futures. Donc voilà en quelques mots ce que je pourrais dire, mais on pourrait davantage développer, mais nous n'avons pas assez de temps. D'accord. Merci pour la brièveté. Je pense que nous allons prendre quelques questions que nous avons eues. La première question, c'était celle de savoir, au niveau du Cameroun, qu'est-ce qui est mis dans dégradation? Je pense que je peux poser la question au professeur Brié. Alors, si je comprends, vous voulez dire quel type d'écosystème qui subit le plus non, ce n'est pas ça. Je pense que ce que le participant souhaite savoir, c'est quelle est la définition que vous donnez à dégradation. Que veut dire dégradation? Alors, pour nous, la dégradation est la perte des fonctions écologiques des écosystèmes. Si nous avions peut-être un profil bien déterminé au départ avec des fonctionnalités bien précises qui pourraient satisfaire à la fois les hommes en termes d'exploitation des produits forestiers non liés pour ce qui est des populations en contact avec ces écosystèmes forestiers ou ces périmètres boisés. Ça peut être également l'écosystème en termes de support pour la production, par exemple, disons des foins pour le bétail, en termes de qualité du sol pour la culture. Cette transformation, cette perte de la qualité, cette régression-là constitue pour nous une dégradation. Si on prend l'écosystème des sols des hardés, qui sont des sols incultes, qui ont un profil qui ne permet même plus l'infiltration, pour nous, c'est un indicateur, c'est un exemple de dégradation. Donc, les besoins des populations, les besoins pour les cultures, les besoins pour l'alimentation, donc l'ensemble du support écosystémique qui présente une transformation de profil en termes de support de production, en régression, bien sûr, constitue pour nous une dégradation. D'accord, ok. La prochaine question, alors je la lis telle qu'elle est mentionnée. Est-ce que la faible coordination des sectoriels autour de la planification du territoire et du type d'usage des terres amplifie la dégradation des forêts? Je pense que Michael peut répondre à cette question. De l'aménagement du territoire, il parlera certainement des plans de zonage liés à cette question. Ok.
Alors, je n'ai pas bien suivi la question, s'il vous plaît. Est-ce que la faible coordination des sectoriels autour de la planification du territoire et du type d'usage des terres n'est pas aussi un facteur qui vient amplifier la dégradation des forêts? Évidemment, quand il y a une faible coordination, cela peut entraîner aggraver le facteur. Mais en réalité, le MINEPAT est en train de corriger cela dans la mesure où il y a un plan de zonage du territoire qui est en cours d'élaboration au Cameroun et également avec tous les outils d'aménagement qui vont l'accompagner, comme le schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire et les schémas régionaux. Pour chaque région, on aura un schéma régional d'aménagement et de développement durable. Donc, tous ces outils sont faits ou bien sont élaborés avec la participation de toutes les parties prenantes. Donc, il y a ce souci de renforcer la coordination au niveau de la planification qui se fait de plus en plus au Cameroun, qui vise véritablement à corriger toutes les éventuelles disparités ou bien toutes les éventuelles difficultés qui ont souvent été constatées. D'accord, merci. Il y a une question ici, je pense que je vais la reformuler. Quelles sont les grandes lignes prioritaires en termes d'écosystème, en termes d'action prioritaire? Quels sont les critères utilisés pour décider des priorités? Comment est-ce qu'on décide des priorités dans la stratégie de restauration? Qui répond? Alors, je peux répondre à cette question en m'appuyant sur le plan d'action national de lutte contre la désertification qui a défini les zones prioritaires d'intervention en matière de lutte contre la désertification et qui pourraient quand même être associées à cette discussion. Là-dedans, on a tenu compte in fine du niveau de pauvreté de la population. C'est-à-dire qu'on voit, on mesure l'indice de pauvreté de la population, on mesure le niveau de dégradation, on apprécie le niveau de dégradation en termes de support de production, bien entendu, et on traduit ça en termes de rendement et de besoins pour les populations. Si le gap est important, on considère que la zone est assez exposée aux contraintes liées à la dégradation. Donc, si les sols ne sont plus productifs, si les animaux n'arrivent plus à avoir beaucoup de ressources alimentaires pour leur maintien, si les populations, à travers les questions d'accès à l'eau, sont amenées à parcourir des distances importantes pour avoir de l'eau. Et l'ensemble, pour nous, de toutes ces considérations-là font en sorte qu'on fasse une classification qui nous a donc amené à définir 5 zones prioritaires en termes d'intervention dans le cadre de la lutte contre la désertification. Donc, c'est le même schéma en quelque sorte que nous appliquons pour la dégradation des terres et les besoins de restauration. Pour cela que sur l'ensemble du territoire, nous avons déclaré 12 millions. Vous le savez, la partie septentrionale, c'est 8 millions avec des différenciations à l'intérieur de chaque zone de cette partie septentrionale. Et pour nous, nous avons donc converti cela comme la zone prioritaire sur la base des éléments et des critères que je venais d'évoquer. D'accord. Donc, on peut donc retenir prise en compte d'un certain nombre de paramètres techniques, mais aussi en tenant compte du souci participatif du processus. Alors, je vais demander à Arnaud, est-ce que les collègues qui sont dans la salle à Yaoundé, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Professeur Brie, vous qui êtes à Yaoundé, je sais que au siège de la Banque mondiale, il y a des collègues qui se sont déplacés pour suivre le webinaire directement à partir de la salle. Est-ce qu'ils ont des questions? Oui, il y a une question sur le potentiel de la stratégie de reforestation à coordonner effectivement les actions. Ok, est-ce que quelqu'un du panel peut donc répondre à la question? Ma question est prioritairement adressée à M. Lionel. Arnaud, est-ce que vous pouvez bien relire la question pour ceux qui nous suivent en ligne? La capacité de la stratégie de reforestation à coordonner les actions.
Ok, la capacité donc de la stratégie à coordonner les actions. Qui veut donc répondre à cette question dans le panel? Et je pense que le panel peut profiter, après cette réponse, on peut prendre un dernier mot des panélistes parce que nous allons bientôt conclure ce webinaire. Je crois que j'apporte un élément de réponse qui pourra être complété. La coordination se base sur deux ministères techniques, le ministère des Forêts et le ministère de l'Environnement. Il y a une extension de la prise en compte de cette coordination avec le secrétariat technique du groupe de travail qui intègre tous les sectoriels identifiés comme pertinents dans la mise en œuvre. Un groupe de travail avait déjà été constaté, mais il sera revu en fonction des besoins, des nouvelles orientations, des expériences vécues notamment pour le cas de Madagascar et orienté vers l'opérationnel. Comme vous le savez, nous avons travaillé jusque-là pour définir les options stratégiques, en fait, les axes ou les options stratégiques de la mise en œuvre de la stratégie. Nous aurons déjà notre stratégie bientôt. Alors, pour la phase opérationnelle, nous envisageons donc organiser un schéma de coordination qui nous permet d'avoir un volet politique pour les décisions et puis un volet opérationnel en fonction des projets qui seront inscrits. On peut avoir des projets d'essence agricole ou pastoral ou des autres secteurs et nous tiendrons compte de cela dans l'organisation du schéma que nous voulons proposer en termes d'activités de coordination. N'oublions pas aussi que pour certains types de projets, le bailleur vient avec son manuel de procédure qui pourra donc peut-être obéir à une façon spécifique de nous organiser pour coordonner les activités. Le plus important pour nous, et nous attendons, ça c'est la stratégie, c'est de produire le baromètre de suivi des efforts de restauration qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif que nous sommes fixés, c'est-à-dire 12 millions d'hectares d'ici 2030. Et ce baromètre et ce schéma ou ce tableau de suivi pourra être coordonné au niveau de la structure politique, comme on l'a dit, avec toutes les experts sectoriels qui devront faire partie de ce processus. Oui, peut-être Denis. D'accord, nous avions prévu 1 heure pour ce webinaire, donc je suis donc sur le point de conclure. Les membres du panel, est-ce que vous avez un dernier mot de clôture avant que je ne prenne la parole pour conclure? Je peux commencer peut-être par Madame Saline. Madame Aline, est-ce que vous avez un mot de conclusion? Oui, mon mot de conclusion est vraiment qu'il est important de se baser sur cette approche paysage parce que sinon, on a vu en testant plusieurs modèles de restauration à l'extrême nord du Cameroun, si on ne le fait pas, c'est vrai qu'on peut voir des résultats, des bons résultats, par exemple de reboisement au niveau villageois, mais si les différents services déconcentrés ne s'impliquent pas et si on ne se coordonne pas. Par exemple, si on n'inclut pas le système pâturage dans un paysage où on a fait le reboisement, les résultats de ces reboisements risquent d'être détruits après. Donc, je crois qu'en répondant à la question de M. Arnaud, je pourrais dire que cette stratégie de restauration des paysages et des forêts peut vraiment agir comme une stratégie fédérateur parce que cet ensemble des actions y est respecté. Merci. Ok, Denis, nous sommes ensemble. Hello. Là, c'est là. Oui, est-ce que vous me suivez? Ok, Denis, tu es là? Oui, je suis là. Je vous suis. Oui, ok, peut-être pour un dernier mot de fin, en plus de véritablement renchérir ou alors insister sur le fait qu'au Cameroun, nous voulons véritablement mettre en avant l'approche paysage. Un autre élément important qui semble important de dire ici, c'est qu'au niveau du Cameroun, véritablement, la rentabilité économique reste également un facteur important de succès sur lequel la stratégie doit pouvoir démontrer l'importance de la RPF. Ceci, il faut véritablement encourager ou alors attirer le maximum d'investisseurs dans la restauration qui est, n'est-ce pas, un facteur important pour dupliquer ou alors pour la restauration à grande échelle.
il faut pouvoir démontrer, n'est-ce pas, la rentabilité économique de toutes les options, ou bien toutes les options RPF que nous proposons dans la stratégie. Donc, c'est peut-être par ce mot que je peux clôturer mon propos. D'accord. Monsieur Michael? Oui? OK. Oui, votre mot de fin. Bien, disons que je reste dans la logique de ce qui a été développé par ceux qui m'ont précédé tout à l'heure pour dire que l'accent pour moi doit être mis sur la population. Donc, tout ce que nous allons réaliser, en quoi est-ce que la population devrait être interpellée en termes de contributeurs, son implication au niveau des processus, son acceptation en termes de résultats finaux qui devrait permettre de changer les conditions de vie à la base. Donc, je pense que ce paramètre est assez important. Nous l'avons souligné, nous avons demandé et exigé même que nos consultants en tiennent compte pour que, comme Maline vient de le dire, si nous nous engageons dans des investissements pour améliorer l'environnement, il faut tout de suite qu'on établisse le lien avec le besoin de la population et que, in fine, que c'est cette population qui puisse profiter de cette amélioration des écosystèmes et du milieu. Monsieur Michael, est-ce que Monsieur Michael a conclu? Je ne le suis pas. Oui, il venait de passer tout à l'heure. Ok, d'accord. Brune, vous avez aussi conclu, c'est ça? Tout à fait. C'est Monsieur Tadon qui a la parole maintenant. Oui. Ok, Denis, en termes de conclusion, je dirais que c'est l'initiative LPF est louable et mérite de se poursuivre, et notamment dans le cadre des micro-zonages de multi-acteurs où on pourrait avoir plusieurs acteurs intervenant dans avec des activités un peu plus concrètes qui vont nous permettre effectivement de voir et de mettre en œuvre cette stratégie ou bien cette notion de restauration des paysages forestiers. Donc, il est important pour nous que des activités se déclinent et que la mise en œuvre soit de plus en plus concrète. Par ailleurs, en termes de ministère en charge de l'économie, nous souhaitons véritablement que toutes ces activités s'orientent aussi dans le sens de création de l'emploi pour la jeunesse et aussi des activités génératrices de revenus. Donc voilà des activités que nous estimons et que nous attendons vivement au sortir de la stratégie pouvoir mettre en œuvre afin de tirer notre pays ou bien d'aider notre pays dans sa croissance économique. D'accord. OK. Merci beaucoup au panel qui est à Yaoundé. Je remercie aussi tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Je remercie les collègues qui sont basés au bureau CIFOR de Bonn. Et je veux dire qu'au terme de ce webinaire, nous pouvons dire que le Cameroun, Afrique en miniature, a une forte diversité sur le plan des écosystèmes, que malheureusement ces différents écosystèmes sont menacés par une forte dégradation. Donc, il y a donc des fortes pressions qui induisent une forte pression sur ces écosystèmes-là, que le Cameroun s'est engagé à restaurer 12 millions d'hectares de terres déforestées et dégradées d'ici 2030, et que dans le processus d'élaboration de sa stratégie, le pays a choisi de travailler avec plusieurs acteurs, aussi bien étatiques, privés, les populations que de la coopération internationale. Et dans le cadre de l'élaboration de cette stratégie-là, l'approche adoptée est l'approche qui est proposée par le guide méthodologique, on va dire, d'évaluation des opportunités de la restauration. Et donc, que le pays est en train d'avancer avec une stratégie qui pourra être prête d'ici la fin de l'année. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, le pays travaille avec l'ensemble des parties prenantes qui peuvent être impliquées dans le processus de restauration, dans les acteurs étatiques, le secteur privé, la société civile, les populations, les partenaires au développement, comme la GIZ, la Banque mondiale et le CIFOR, que je remercie ici pour l'appui logistique dans l'organisation de ce webinaire.
Merci beaucoup.